Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Fidel Castro, lors d'un voyage officiel aux USA, rencontre le vice-président Nixon qui ont conclu que Castro ne sera pas un nouveau Batista et qu'il va falloir préparer son renversement en entraînant des exilés cubains recrutés parmi les 250 000 membres des familles aisées qui ont quitté l'île après la victoire de la Révolution. 17 mai 1959. Signature de la loi de réforme agraire. C'est la nationalisation des terres cubaines détenues par des compagnies étrangères et par de gros propriétaires cubains pour les redistribuer à des paysans sans terre. Le gouvernement de Cuba offre de racheter les terres à des prix déterminés par rapport aux déclarations d'impôts faites par les propriétaires. Mais comme les valeurs ont été sous-estimées par les compagnies détentrices, précisément pour payer moins d'impôts, les sommes qu'en offre le gouvernement cubain sont inférieures aux valeurs réelles, d'où une grosse colère de la part des anciens possédants qui se sentaient menacés. Rappelons que 50% des terres arables, 90% des mines et 100% des raffineries appartenaient à des compagnies états-uniennes. Novembre 1959. Le président Eisenhower approuve un programme du département d'État et de la CIA consistant à soutenir les actions des contre-révolutionnaires cubains, autant à l'extérieur que dans l'île. Allen Dulles, directeur de la CIA, charge son adjoint, Richard Bissell, de mettre au point une série de plans, dont l'assassinat pur et simple de Fidel Castro. Début 1960, à Cuba, formation d'un premier contingent de 3000 enseignants pour la campagne d'alphabétisation. Ils seront rejoints, début 1961, par 100 000 jeunes étudiants, préalablement formés eux-mêmes, pour alphabétiser 700 000 personnes. Fin 1961, le pays s'était libéré de l'analphabétisme. 10 de ces jeunes ne rentreront pas chez eux, car ils auront été assassinés par les bandes contre-révolutionnaires qui agissaient encore dans l'île. Janvier 1960, les USA débutent une série d'opérations de bombardement contre Cuba, touchant des maisons, des raffineries et des cultures, en utilisant des bombes conventionnelles, du phosphore et du napalm. Février 1960, aux USA, c'est la création du mouvement de récupération révolutionnaire, dirigé par Manuel Artim, qui sera la courroie de transmission entre la CIA et les contre-révolutionnaires cubains. Février 1960, Cuba signe un accord avec l'URSS pour lui fournir du sucre contre du pétrole. 4 mars 1960, à La Havane, c'est l'attentat sanglant, 100 morts et 200 blessés, contre le cargo français La Coubre, qui était chargé d'armes en provenance de Belgique. 2 bombes ont explosé à 30 minutes d'intervalle, ce qui a permis à la seconde de tuer une partie des secouristes. Mars 1960, début de l'entraînement par la CIA de 3000 contre-révolutionnaires cubains dans le camp Trax situé au Guatemala. La base est dirigée par le colonel états-unien Frank J. Egan. 2 anciens officiers cubains de Batista sont désignés pour encadrer la troupe, José Pérez San Ronan et Erneido Oliva. Le plan d'invasion porte le nom d'opération Pluton. 23 avril 1960, le gouvernement révolutionnaire est informé des projets US par diverses sources et le ministre des Affaires étrangères cubain, Raúl Roa, déclare officiellement que le territoire du Guatemala est utilisé avec la complicité de son président et l'assistance de l'United Fruit comme tête de pont pour l'invasion de son pays. Le 17 mai 1960, au large du Honduras, la radio Swan, financée par la CIA et dirigée par son agent David Atlee Phillips, commence à émettre un programme de propagande et de mensonges à destination de Cuba.
Elle aura un rôle important d'appui lors du débarquement. Juin 1960 à Cuba. Comme les raffineries états-uniennes présentes dans l'île refusent de raffiner le pétrole provenant du RSS, Fidel Castro leur donne l'ordre de raffiner en précisant que leur refus entraînera leur nationalisation. On pourra ainsi voir le directeur de la Shell à Cuba, Bert Smith, signer l'acte de nationalisation, tout comme Carlos Barnes pour Esso. 2 juin 1960, Artime et 9 autres complices sont accueillis par la CIA à Fort Myers, en Floride, pour y recevoir un entraînement physique et psychologique. Le 28 juin, ils sont 28 à être transférés à Fort Gulick, au Panama, pour y recevoir un entraînement paramilitaire. En août 1960, la CIA passe un accord avec des membres de la mafia, théoriquement recherchés par la police, comme Johnny Rosselli, Salvatore Giancana, Carlos Marcello, Santo Traficante et Meyer Lansky. Il s'agit de faire assassiner Fidel Castro et son frère Raúl, ainsi qu'Ernesto Guevara. En contrepartie, si l'opération réussit, avec le retour d'un gouvernement pro-états-unien, ces sympathiques personnages pourront récupérer les biens qu'ils détenaient dans l'île avant la Révolution. Casinos, lieux de prostitution, trafic de drogue, etc., qui leur rapportaient chaque année l'équivalent de 900 millions de dollars d'aujourd'hui. Le même mois, le président Eisenhower approuve un budget de 13 millions de dollars pour financer l'opération paramilitaire contre Cuba. 8 septembre 1960, un des contre-révolutionnaires à l'entraînement se tue. Il portait le numéro 2506, car la CIA voulait faire croire qu'il y avait un nombre important de volontaires et donc elle avait commencé son numérotage à partir de 2000. C'est en son souvenir que la brigade portera le numéro 2506. 26 septembre 1960, c'est le discours de Fidel Castro devant l'Assemblée de l'ONU. Il y dénonce les actions terroristes menées par les USA contre Cuba. Bombardement de populations civiles, incendie de récoltes, explosion de la Coubre. Il déclare que les pays d'Amérique latine ont le droit et le devoir de récupérer leurs richesses nationales. Señor presidente, señores delegados, a su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley, la ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó del Canal de Panamá y mantiene el Canal de Panamá. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. « 13 octobre 1960, à Cuba, nationalisation de 382 grandes entreprises appartenant à la bourgeoisie cubaine. 19 octobre 1960, mise en place du blocus économique contre Cuba. L'île ne peut plus vendre son sucre qui représentait alors 80% de ses exportations aux USA. 24 octobre 1960, à Cuba, nationalisation des entreprises US présentes dans l'île en représailles du blocus. Début novembre 1960, aux USA, la CIA décide que l'attaque sera portée contre la ville de Trinidad, qui présente plusieurs avantages. Plage de débarquement, aéroport,
port de Casilda et proximité du massif de l'Escambray, où agissent des bandes contre-révolutionnaires avec lesquelles les forces débarquées devront faire la jonction. 13 novembre 1960, au Guatemala, un groupe de jeunes officiers se rebelle contre le gouvernement corrompu et contre la présence des mercenaires cubains sur leur territoire. Ils sont rapidement vaincus. Fin décembre 1960, aux USA, au moment des transferts entre les administrations Eisenhower et Kennedy, le plan est affiné et on prévoit que Miro Cardona sera le président fantoche de Cuba qui sera chargé de demander l'aide des USA pour abattre le gouvernement révolutionnaire lors du débarquement. Miro Cardona est l'un de ces politiciens véreux qui, après avoir espéré que Castro serait un nouveau Batista, a cessé de lui faire de grandes démonstrations d'amitié pour partir aux USA afin de servir l'impérialisme. Le 4 janvier 1961, la CIA précise, dans un mémorandum, l'aspect politique de son plan d'attaque contre Cuba. Je cite : « La mission initiale sera de conquérir et de défendre une petite zone jusqu'à ce qu'il y ait soit un soulèvement général contre Castro, soit une intervention militaire ouverte des États-Unis. Nous nous attendons à ce que ces opérations précipitent un soulèvement général à travers Cuba et causent la révolte de larges segments de l'armée cubaine et de la milice. Le lieu servira de base pour l'établissement d'un gouvernement provisoire qui pourra être reconnu par les États-Unis. De cette façon, la voie sera pavée pour une intervention militaire des États-Unis destinée à pacifier Cuba, qui débouchera sur le renversement rapide du gouvernement Castro. » Fin de citation. Début 1961, des informations très précises sont envoyées à Cuba par des sympathisants de la cause cubaine depuis le Guatemala concernant les activités et l'armement des contre-révolutionnaires. Fin mars 1961, à Cuba, Fidel Castro décide de transférer une partie des miliciens qui pourchassent les contre-révolutionnaires dans l'Escambray vers Trinidad et vers la centrale sucrière Australia. La CIA et Kennedy décident alors de changer leur plan. Le débarquement ne se fera plus à Trinidad, mais plus à l'ouest, dans la baie des Cochons. Comme on le voit, le massif de l'Escambray est beaucoup plus loin. La zone de débarquement est isolée par des marécages, en vert sur le plan, et il n'y a que 3 routes pour sortir de cette région. Mais peu importe. Bissell et la CIA sont persuadés que, je cite, « moins de 20% des Cubains soutiennent Castro et, approximativement, 75 à 80% des unités de la milice passeront de notre côté quand il sera devenu évident que la vraie bagarre contre Castro aura commencé. » Ils oubliaient que la population de cette région misérable avait commencé à recevoir les bénéfices de la Révolution et ne voulait surtout pas revenir en arrière. Le 12 avril 1961, Kennedy déclare lors d'une conférence de presse « Je veux dire d'abord qu'il n'y aura sous aucune condition d'intervention à Cuba par les forces armées des USA. » Le même jour, 1511 mercenaires se regroupaient au Nicaragua, à Puerto Cabeza, pour être embarqués sur 5 cargos, le Houston, le Barbaraji, le Blagar, le Caribe et le Rio Escondido. Des péniches de débarquement et 36 barques complètent le corps expéditionnaire. 13 vaisseaux de guerre et 2 sous-marins de l'US Navy escortent les mercenaires jusqu'à la limite des eaux territoriales cubaines. Le 13 avril 1961, à La Havane, le magasin El Encanto est incendié à la suite d'un acte terroriste et une employée trouve la mort. Il y a 18 blessés. Le 15 avril au matin, 8 avions B-26 états-uniens, repeints aux couleurs de Cuba, s'envolent de Nicaragua pour aller bombarder les bases aériennes de La Havane et de Santiago. Plusieurs avions cubains sont détruits et on compte 7 morts. Le même jour, un avion piloté par Mario Zuniga est parti du Nicaragua sans passer par Cuba et est arrivé directement sur la base de Cayo Hueso en Floride. Suivant le plan d'intoxication préparé par la CIA, il a déclaré lors de son arrivée qu'il était un pilote cubain et qu'il s'était rebellé avec d'autres pilotes et c'était eux qui avaient détruit les avions restés au sol.
La légende est d'abord reprise telle quelle par la presse et par l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Adlai Stevenson, qui voulait répondre à l'intervention du représentant de Cuba. Stevenson sera ridiculisé quand il apparaîtra que l'avion en question ne pouvait pas être un avion cubain, même si on avait bien recopié les couleurs et le numéro, puisque le nez du véritable avion était vitré avec des mitrailleuses sur les ailes, alors que l'avion présenté avait un nez métallique équipé de mitrailleuses, et cerise sur le gâteau, il n'avait même pas tiré. Cependant, une dizaine d'avions avaient pu être mis à l'abri et allaient être d'une grande utilité pour la suite, car les agresseurs pensaient bénéficier d'une domination aérienne totale. 16 avril 1961, Cuba enterre ses morts. Les dirigeants cubains sont convaincus que les bombardements n'étaient que le prélude de l'attaque à venir, et Fidel Castro appelle les Cubains à rejoindre leurs unités de combat. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país. Les chefs militaires sont répartis dans le pays. Raúl Castro dans la province d'Oriente, Che Guevara à Pinar del Río, Juan Almeida à Santa Clara, Ramiro Valdés et Guillermo García à La Havane. Nuit du 16 avril 1961. Les bateaux des mercenaires arrivent devant la baie des Cochons. Pas de chance, les avions U-2 chargés de faire une reconnaissance ont confondu des récifs coralliens avec des vagues. Résultat, 2 navires chargés d'hommes, de matériel et de munitions sont échoués près des côtes, ainsi que plusieurs barges de débarquement. Cependant, les mercenaires parviennent à débarquer vers 1h du matin, en pleine nuit, à Playa Larga et à Playa Girón, accompagnés de leurs tanks et de leurs camions, plus de l'armement lourd. Tout cela ne passe pas inaperçu, et les quelques miliciens qui étaient de garde préviennent leur commandement. Cependant, ils ne sont pas assez nombreux et ne peuvent, malgré leur courage, contenir la brigade de mercenaires qui avance dans les terres. Fidel Castro, qui était à La Havane, fait bloquer les 3 routes d'accès à la région et envoie le bataillon 339, composé de 528 hommes venant de Cienfuegos et qui était stationné à la centrale sucrière Australia, sur la route de Playa Larga, pour arrêter l'avancée des mercenaires et prendre Palpite, puis Sopilla. Son plan initial consiste à attaquer l'ennemi sur ses arrières en détruisant les bateaux, tout en séparant les attaquants en 3 groupes. Celui de Playa Larga et diviser ceux de Playa Girón en 2 en coupant la route allant vers San Blas, déjà occupée par les attaquants. Et ensuite réduire chaque groupe et ne laisser échapper aucun mercenaire. Radio Swan prétend que l'invasion est en train de réussir et que les forces révolutionnaires se rendent en masse. Elle encourage l'armée cubaine à se révolter. Elle annonce même un prétendu suicide de Raúl Castro. Pendant que la population fuit les combats, les avions mercenaires, repeints aux couleurs cubaines, bombardent les maisons, attaquent les militaires et les miliciens cubains et n'hésitent pas à mitrailler la population civile. L'armée cubaine ne disposait que de 10 pilotes d'avion, dont 3 réellement expérimentés. Ils prennent l'air dès l'aube pour attaquer les mercenaires, dans les airs, sur terre et sur les bateaux stationnés dans la baie. Les avions de la CIA, qui arrivent en renfort, ne peuvent aider les attaquants puisqu'ils subissent eux aussi le feu de la desserte. Des dizaines de péniches de débarquement sont coulées. L'un des pilotes, Enrique Carreras, à la demande personnelle de Fidel Castro, réalise quelques beaux cartons, dont 2 avions ennemis, le bateau Houston qui est touché près de Playa Larga et surtout le Rio Escondido qui explose devant Playa Girón avec les réserves de munitions, 145 tonnes, de nourriture, d'essence, 165 000 litres et d'équipements médicaux. Le Barbara G est aussi touché par un autre tir un peu plus tard.
L'explosion du Rio Escondido et la prise du village de Palpite par les troupes révolutionnaires furent deux événements déterminants pour assurer dès le premier jour de combat la future victoire. Fidel Castro installe le commandement dans la centrale sucrière Australia, d'où il coordonnera l'ensemble des opérations. Un régiment de parachutistes est largué par des avions de la CIA entre la centrale Australia et Palpite d'un côté et entre la centrale Covadonga et San Blas de l'autre côté. Mais les routes sont déjà occupées par l'armée cubaine et de nombreux miliciens arrivent en renfort avec des tanks et des armes lourdes. Le bataillon 339 est cerné par les mercenaires d'un côté et par les parachutistes largués par les B-26 entre Playa Larga et la centrale sucrière Australia. Il résiste jusqu'à l'arrivée des miliciens de Matanza qui, après avoir éliminé les parachutistes, viennent les relever vers 15 heures. Des mercenaires qui tentaient de s'infiltrer vers le massif de l'Escambray à travers les marais sont repérés et repoussés par l'armée cubaine. Les attaquants qui croyaient être accueillis en libérateurs commencent à prendre peur. Certains se rendent, d'autres, parmi les pilotes, prétextent le mauvais temps pour ne pas prendre l'air. Il faut dire que 9 de leurs 16 B-26 ont été abattus. Le 18 avril au matin, Khrouchtchev appelle Kennedy pour le prévenir que l'URSS apportera au peuple cubain et à son gouvernement toute l'assistance nécessaire pour vaincre l'attaque contre Cuba. À l'ONU, le délégué soviétique lit une lettre ouverte de Khrouchtchev sommant le président des USA de mettre fin à l'agression contre la République de Cuba. Le représentant américain lit la réponse de Kennedy, qui nie toute intervention militaire à Cuba et réitère le droit des USA à protéger l'hémisphère de toute agression extérieure. Les tanks T-34 sont arrivés de nuit à Palpite. Ils entrent en action au petit jour. Playa Larga est libérée à 10h30. Les mercenaires qui n'ont pas été tués ou faits prisonniers se sont enfuis vers Playa Girón. Ils sont poursuivis par les tanks et les militaires cubains. Les troupes cubaines qui auraient dû leur couper la route n'ont pu arriver à temps, ce qui a permis aux contre-révolutionnaires de se regrouper dans la région de Playa Girón. Les échanges entre Fidel Castro et les différentes unités sont consultables. Le langage est parfois direct et cru, comme cela arrive dans la chaleur de l'action, et on voit que les responsables qui ont laissé passer les fuyards de Playa Larga en ont pris pour leur grade. La contre-attaque est aussi victorieuse du côté de Playa Girón. Les mercenaires n'ont pu occuper la centrale sucrière de Covadonga, défendue par ses ouvriers, les paysans et les miliciens. Et ceux qui occupaient les routes sont obligés de reculer vers San Blas. À 14 heures, alors que les pilotes contre-révolutionnaires refusent à nouveau de prendre l'air, des pilotes états-uniens les remplacent pour aller larguer des bombes incendiaires chargées de napalm sur les forces cubaines. Le 19 avril, vers 1h du matin, Kennedy autorise une intervention directe des jets états-uniens entre 6h30 et 7h30 pour escorter une nouvelle intervention des B-26 mercenaires. Pas de chance, ils avaient oublié le décalage horaire entre Washington et le Nicaragua, et les B-26 arrivés seuls sur place furent pris par le feu de la DCA cubaine qui abattit 2 avions sur 4 attaquants. Les pilotes abattus étaient de nationalité états-unienne, dont Leo Francis Berlis, résident de Boston. La presse états-unienne reprend l'information. Les troupes cubaines sont parties dans la nuit depuis Covadonga et vont attaquer Girón. L'objectif est de toucher l'eau de la plage avant 18 heures. L'attaque se déroule donc sur 2 fronts, le long de la route venant de Playa Larga et par les terres vers San Blas. Fidel Castro
pense qu'il y a encore des troupes sur le bateau Houston. Il tente de le toucher en tirant depuis un char soviétique T-34, puis, voyant un SAU-100 muni d'un canon d'un meilleur calibre, il l'utilise et fait mouche. On a l'impression d'une légende, mais c'est la pure vérité. On peut voir le SAU-100 exposé devant le musée de la Révolution à La Havane. À 17h30, les mercenaires, regroupés à Playa Girón, se rendent et rejoignent les autres prisonniers. Le timing, comme aurait dit leur conseiller, est respecté. Quelques dizaines d'entre eux, dont les 3 chefs de l'expédition, tentent de s'échapper dans les marécages. Ils seront faits prisonniers dans les jours suivants. Les USA viennent de subir une défaite retentissante, leur première défaite en Amérique latine. Les sardines avaient mangé le requin. 114 mercenaires ont été tués. 1189 ont été faits prisonniers et 4 pilotes états-uniens aux commandes des B-26 ont été abattus. Ils croyaient avoir tout prévu, même les uniformes neufs pour la grande parade de la victoire à La Havane. Mais, contrairement à ce qu'espéraient les dirigeants US, aucune tentative d'insurrection n'a eu lieu à Cuba, et bien au contraire, la population s'est mobilisée pour défendre le pays et la révolution. Cette victoire aura été chèrement acquise, puisqu'on déplore plusieurs centaines de blessés et 157 morts du côté cubain. Les dirigeants US, après avoir subi une cuisante défaite, durent faire face à l'humiliation. En juin 1961, au sommet de Vienne, Kennedy rencontre Khrouchtchev et celui-ci le met en pièces. Kennedy déclare à son retour « La pire chose de ma vie, il m'a assassiné ». Khrouchtchev a dit que quelqu'un d'assez jeune et inexpérimenté pour aller se mettre dans un pétrin aussi monumental est facile à prendre, et que quelqu'un qui se met dans ce pétrin et se montre incapable de le mener à bien n'a pas de tripes. Il m'a réduit en lambeaux. J'ai un vrai problème. En août 1961, lors d'une réunion des représentants de toutes les nations américaines en Uruguay, Che Guevara s'est entretenu avec Richard Goodwin, conseiller du président Kennedy. Goodwin a ensuite informé la présidence de la teneur de son entretien. Il a relevé le sens de l'humour de Guevara, qui a tenu à le remercier, sur un ton ironique, pour l'invasion, qui a été une grande victoire politique pour les révolutionnaires cubains, qui leur a permis de se consolider et qui a permis à Cuba de passer du statut d'un petit pays méprisé à celui d'un égal des autres. Les mercenaires prisonniers passèrent en jugement du 22 mars au 4 avril 1962. À cette occasion, toutes les manœuvres occultes et les responsabilités des USA furent étalées au grand jour. Ils furent condamnés à de lourdes peines de prison et à devoir payer des indemnités conséquentes. Les USA durent racheter les prisonniers le 22 décembre 1962 pour une somme globale de 53 millions de dollars, dont de la nourriture, des produits agricoles et des médicaments. Ces criminels furent reçus comme des héros par Kennedy et son épouse le 29 décembre 1962 à Miami. Au cours de la cérémonie, le drapeau de la brigade fut remis au président des États-Unis, qui leur déclara « Je vous assure que ce drapeau vous sera rendu dans une Havane libre. » Encore un mensonge ou une erreur de calcul. Il faut dire que Kennedy avait de bonnes raisons d'en vouloir à la révolution cubaine, puisque son papa avait énormément investi dans l'immobilier, les hôtels et les clubs de la Havane, quand l'île était encore une colonie états-unienne et qu'il avait tout perdu. Les crimes états-uniens contre Cuba ne s'arrêtèrent pas avec cette défaite, ils se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. C'est l'opération Mangosta, qui s'est déroulée de novembre 1961 jusqu'en janvier 1963 et s'est soldée par 5000 actions de sabotage. C'est aussi la guerre biologique, menée par des moyens non conventionnels, ayant causé de nombreux décès et destructions contre les cultures, la rouille de la canne à sucre ou du café par exemple, les animaux, la fièvre porcine, la brucellose par exemple, et les humains, la conjonctivite hémorragique, la dysenterie, et la plus criminelle,
la dengue du type 2 qui a provoqué 158 morts, dont 101 enfants. C'est aussi l'attentat commis contre un avion de ligne cubain en 1976 qui a coûté la vie de 73 personnes, dont toute l'équipe d'escrime de Cuba. Le responsable était Luis Posada Carriles, qui a fini ses jours tranquillement à Miami. C'est aussi l'attentat contre l'hôtel Copacabana en 1997 qui a coûté la vie d'un jeune touriste italien, Fabio Di Selmo. Et c'est encore et toujours l'accroissement de l'inhumain blocus économique qui coûte 4 milliards de dollars chaque année à l'économie cubaine. Mais ce sont les USA qui, avec un parfait cynisme, inscrivent Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Et, malgré toutes ces difficultés, Cuba est aujourd'hui le seul pays d'Amérique latine à avoir fabriqué ses propres vaccins contre le Covid afin de protéger sa population. Contrairement aux USA, Cuba n'attaque pas ses voisins, bien au contraire, puisque ce sont 160 nations qui ont reçu la visite des médecins cubains et qu'il y a environ 30 000 travailleurs de la santé cubains présents dans 67 pays.